J'ai ce soir une importante et difficile mission. Ressusciter Charles Gracia, immense pastelliste s'il en est, totalement oublié de ses concitoyens et du monde des arts. La tâche est difficile, car si les circonstances de sa vie me sont connues, grâce essentiellement à la monographie de l'un de ses élèves, Adrien le Couvreur, excellent peintre lui aussi oublié, il m'est impossible de présenter un large éventail de ses œuvres. Certaines ont été détruites pendant la guerre de 70 et la Commune, les autres sont éparpillées chez des collectionneurs, sans que l'on sache où. J'ai eu le bonheur de rencontrer dans les années 80 Maurice Anfreville, arrière-petit-fils de Charles Gracia, et de recevoir de lui des renseignements précieux, des photographies. Il est décédé, lui, en 2005. Son fils Yves, qui regrette vivement de n'être pas parmi nous ce soir, continue les recherches et partage ses trouvailles avec moi. Avant de commencer mon exposé, je me dois de faire comme tout le monde, de remercier nos hôtes Edith et Francis Philippot, qui nous accueillent toujours avec la même chaleur. Jean-Claude Damido, qui m'a fait la courte échelle pour me permettre de grimper dans les branches de la généalogie. Il est tellement fatigué qu'il est parti en vacances. Sans lui, je ne serais que noir et blanc. Non, je remercie Pascal Colombin, mon ami technicien, photographe hors pair, sans qui je ne serais que noir et blanc et même transparent. Chantal Galland, présidente de l'association des artistes, qui me permet d'être à ses côtés pour servir la mémoire de Charles Gracia. À Dominique Sourdeau, adjointe admirable à la culture, omniprésente dans ce domaine. Et un merci tout particulier, pour quelqu'un qui ne s'y attend pas, à Éloine Cuny. Oui, Cuny, c'est bien ça aussi. Élu du conseil municipal des jeunes, pour sa présence. Je suis sûr qu'il saura défendre, promouvoir le patrimoine culturel de notre ville, et rien n'est plus réjouissant pour moi. Novembre 1815. Jean-Nicolas Gracia, tailleur d'habits, déclare à l'hôtel de ville son 4e enfant. Il aura 6 garçons, il en aura 6, 3 garçons, 3 filles. Alors vous voyez là l'extrait de naissance. Son fils qu'il prénomme Charles Louis, né 2 jours auparavant à 8 h du soir. On voit ça là-dessus, je crois, oui. Des témoins sont qu'il assiste son Blaise Demange, un confrère tailleur, et Michel Christophe, rentier. La signature de M. Masson, maire qui vient juste de succéder à Antoine Alexis Gérard, décédé dans ce château même, dont il était le propriétaire et le créateur. Le même jour a lieu le baptême, donné par l'abbé Feix. Le parrain est Joseph Charles Chanal, fils mineur de Jean-Baptiste Chanal Boucher, et la marraine Victoire Antoinette Chanal, sœur du parrain. La maman, Françoise Petit, est originaire de Rambervillers, alors que son mari est né à Francheval dans les Ardennes. Elle exerce la profession de directrice au bureau des messageries. Le mariage a eu lieu le 26 mai 1857. Non, 1807, pardon, trop vite. Hein. Jean-Nicolas Gracia, qui a été marin dans l'armée impériale, ne supporte pas la vie en province. Son métier de tailleur l'ennuie. Il lui faut de grands horizons, il lui faut changer d'existence. En 1824, avec sa famille, il gagne la capitale, où il trouve un emploi de conservateur d'argenterie à la Chambre des Pairs, un emploi de sous-ordre, comme ne l'annonce pas l'intitulé, c'est-à-dire au Palais du Luxembourg, siège aujourd'hui du Sénat. Il va y résider jusqu'en 1826. J'ai dit qu'il lui fallait bouger. Il sera par la suite marchand, concierge et lieutenant employé aux douanes. Lorsqu'il quitte Rambervillers, Charles Louis a 9 ans. De son enfance au bord de la montagne, je ne sais rien. Mais je suis certain qu'il dessinait déjà, les yeux au bout des doigts, privilégié des vrais artistes, depuis ceux qui, dans la préhistoire, animaient les parois des grottes. Il ne pouvait pas en être autrement quand on sait quel pastelliste il devint. Son père le présente en 1828 à Henri de Quenne,
peintre d'histoire et de portrait, ancien élève de Giraudet, puis du baron Gros. Dès les premiers cours en atelier, le maître découvre les prodigieux talents de Charles Gracia, s'émerveille devant la rapidité de ses progrès. Il lui arrive de dire à ses visiteurs « il me dépassera », selon les propos d'Adrien Lecouvreur. Adrien Lecouvreur a un personnage atypique, peintre et graveur, après avoir été pharmacien à Commercy. Voilà les dessins d'Adrien Lecouvreur représentant son maître, Charles Gracia. Et un autre que j'ai eu la chance de recevoir il y a 3 jours dans la mairie de Commercy. Une communication en 1995 du professeur Pierre Levrude, docteur en sciences pharmaceutiques, le présente dans toute son originalité, signale l'indéfectible amitié et l'admiration qu'il a pour Gracia, qui lui conta sa vie. « J'ai commencé à barbouiller de la toile à Nancy, lui disait son vieux maître. J'ai travaillé avec Dequesne, qui fut un artiste sincère, car il apprenait le métier à ses élèves et ne se fut pas permis de diriger leur esthétique. Et puis, j'ai connu Decamps, un autre maître, celui-là, artiste puissant, original, et le plus sûr des amis. Decamps fut l'un des initiateurs de l'Orient dans la peinture française. Charles Gracia, à l'atelier de Dequesne, pratique l'huile et le pastel. Sans renoncer à la première technique, il tombe en amour tout de suite pour la seconde. Il la pratiquera avec un génie qui fera dire à Charles Leblanc, grand historien de la peinture, « Gracia n'a pas de rival dans le genre pastel. Il sait lui donner la vigueur du coloris, l'harmonie, la chaleur du ton, unie à la fraîcheur et au velouté des teintes. » Il faut préciser que Gracia, comme l'a dit Chantal Calland tout à l'heure, crée lui-même ses crayons avec un soin extraordinaire. Il cherche sans cesse en améliorer la richesse et avec un sens extraordinaire du métier. Il fait venir certaines de ses poutres de l'Inde, récoltées dans le calice de certaines fleurs, sur le dos ou les ailes de certains insectes. Il a écrit un traité, je rappelle un peu ce que dit Chantal, il a écrit un traité du pastel, hélas non édité. Il nous révélerait le secret du maître et nous ferait comprendre pourquoi de ses collègues contemporains voulaient lui acheter de ses crayons. Les débuts d'artiste, si remarquables déjà sur ses œuvres, sont difficiles, très difficiles. J'emprunte ce témoignage à Adrien Lecouvreur. Il couchait dans un grenier mal clos. Les jours d'orage, il s'abritait sous un parapluie. Et il s'estimait heureux lorsqu'il pouvait, pour un sou, s'offrir un paquet de couenne qui faisait rissoler. Il vivait de quelques rares portraits, faits à tout prix. Charles Gracia, sûr de son talent, persévère. Les portraits se multiplient, on le découvre, on le connaît. Vient la notoriété. En 1837, à 22 ans, consécration, il est admis au salon. Le vernissage attire de tout Paris autour du président de la République. Il faut préciser au passage que participer au salon n'est pas donné au premier venu. Le jury, composé en grande majorité de partisans d'académistes officiels, sélectionne les tableaux avec une sévérité extrême. Ainsi, en 1863 par exemple, sur 5000 tableaux soumis à leur examen, 3000 sont refusés. Cette autorité radicale justifie, soutenue par Napoléon III, la création parallèlement du Salon des refusés, initié entre autres artistes par Édouard Manet. Si Charles Gracia n'obtient pas de médaille d'or en présentant le portrait au salon de Prosper Gotti, acteur en vogue, il est couvert d'éloges. Les médailles, il en recevra plus tard, jusqu'à devenir hors concours. Le 26 septembre 1840, il épouse Marie-Louise Clémence Ducois, dont vous voyez le portrait, un geste qu'il regrettera toujours. Il affirmait, selon Adrien Lecouvreur, qu'elle avait entravé sa carrière artistique. Venu l'âge du service militaire, il parvient à se faire introduire chez le ministre de la Guerre. Comme il est jeune père de famille, il obtient d'être incorporé dans la garde nationale comme grenadier, dont il porte le haut bonnet à poil. Il ne tira aucun coup de fusil lorsqu'il fut mêlé à des émeutes, mais il reçut à bout portant plusieurs charges. Sa longue barbe dissimule par la suite des traces indélébiles laissées sur son visage par les grains de poudre. La notoriété de Gracia
a grandi à un tel point qu'il devient le peintre quasiment attitré de la cour de Louis-Philippe et des célébrités du spectacle. Il est l'ami et le camarade d'hommes illustres. Il connaît Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, Alexandre Dumas, Georges Sand, Frédéric Chopin. Il n'a pas à quitter les commandes. Elles affluent, faites par les plus prestigieux modèles. Il portraiture Mademoiselle Élise Bois-Gontier, Mademoiselle Julie, actrice au théâtre des variétés, Monsieur Neuville, autre acteur dramatique en vogue. Il réalise le portrait de Laetitia Bonaparte, du comte de la comtesse de Solms, dont des noms dont il n'est pas besoin de préciser le rang. Allonger la liste serait fastidieux et malvenu, puisque je ne peux présenter des reproductions de ces tableaux. Le problème qui empêche de faire revivre Gracia au grand jour, c'est ce manque cruel. Un seul espoir pour l'avenir, les découvertes révélées lors de ventes aux enchères, à Drouot par exemple, ou à l'occasion d'un inventaire de musée. Bon, je sais déjà que le National Gallery à Londres, le Louvre, ne possède aucun tableau de Gracia, ou alors sont-ils oubliés quelque part dans leur remise. En 1848, notre pastelliste connaît la gloire. Éclate alors la Révolution. Très éprouvé, compromis par ses relations avec la cour du roi bourgeois, il décide en 1850 de quitter la France, avec sa famille, accompagné de Frédéric Lemaître, l'un des plus célèbres acteurs de son époque. Victor Hugo lui trouvait du génie et lui confia les rôles de jeune premier dans Ruy Blas et Lucrèce Borgia. Frédéric Lemaître qui répétait « Je n'ai que deux amis, Gracia et mon médecin ». À Londres commence pour Gracia une nouvelle période de misère. Il n'est évidemment pas connu, et hélas pour lui, le pastel en Angleterre est un genre délaissé, un art mineur, plutôt réservé aux femmes selon l'appréciation que l'on dit aux machistes aujourd'hui. Il faut assurer la subsistance de la famille. Il a 3 filles. Il faut trouver des commandes qui tardent à venir. Connaissant sa renommée en France, Newman, célèbre fabricant de couleurs, l'engage. Il a pour tâche de broyer des poudres de pigments colorés, un emploi bien subalterne, mais toujours dans son domaine, dont il s'acquitte avec soin durant 2 ans. Son employeur, rapporte Adrien le couvreur, avait l'œil humide quand il voyait un tel artiste ravaler au camp de manœuvre. Il entreprit alors de le sortir de l'ornière. Dans de grandes vitrines, moi j'ai oublié de dire qu'on avait le portrait de Georges Sand qu'il avait. Dans de grandes vitrines furent exposés quelques-uns des pastels de son employé, des vitrines luxueuses, afin de ne pas laisser croire que l'artiste criait famine, afin de maintenir au contraire des prix très élevés. Charles Gracia reçoit des fonds nécessaires pour obtenir un logement au palais du cardinal Wiesmann, le lieu idéal pour le renouveau qui ne tarde pas à éclore. Vinrent poser pour lui les plus grands personnages de la gentry. Toujours avec le regret de ne pouvoir en présenter des illustrations, je ne citerai que quelques noms. La comtesse Voldegrève, John Blackwood, le colonel Donald, le général Seward, Miss Carrington, les grands marins de la Royal Navy, Belcher et O'Malley, célèbres pour être allés en vain à la recherche du bateau Erebus et Terror de John Franklin, parti pour 3 ans en exploration dans l'Arctique. Ils trouvaient un passage et n'en revinrent point. Leurs recherches tinrent en haleine non seulement le Royaume-Uni et toute l'Europe. Le mystère de leur disparition, l'une des plus grandes énigmes et tragédies du XIXe siècle, ne fut complètement éclairée en 2016, quand fut découverte l'épave du Terror. Les 128 membres de l'expédition piégés dans les glaces, analyses faites sur les corps retrouvés, avaient été victimes de pneumonie, de tuberculose, aggravées par une intoxication par le plomb de leur boîte de conserve mal soudée. La publicité autour de Belcher et O'Malley servait à merveille Charles Gracia. L'un des plus hauts dignitaires du royaume, Lord Alberic Willoughby, grand chambellan de la reine Victoria, premier officier dans l'ordre des préséances dans la maison de Sa Majesté, lui demanda de réaliser son portrait, ce qu'il fit, et lui offrit une occasion exceptionnelle. Son modèle fut si heureux de l'œuvre accomplie qu'il la présenta à la reine Victoria. Là, nous avons le portrait d'un noble britannique, dont on n'a pas le nom, portrait qui a été trouvé par Hervé en 2005.
La souveraine exprima d'abord son regret de ne pouvoir accepter. Notre Charles Gracia était un étranger, et les peintres anglais n'auraient pas accepté ce qu'ils auraient considéré sans appel comme un camouflet, une trahison. La reine se ravisa et, consécration suprême, accepta de poser. Mais elle mit une condition, il ne fallait pas que cela se sût. Un peintre de renommée européenne avait récemment fait son portrait. Il s'agit de Franz Winterhalter. Le portrait fait par Winterhalter est en bas. Celui de Grasset est en haut. Un étranger, certes lui aussi, puisqu'allemand né en Forêt-Noire, mais peintre reconnu des têtes couronnées de la reine Marie-Amélie, de Louis-Philippe et des membres de la famille d'Orléans, de Léopold Ier, de Léopold Ier de Belgique, de François-Joseph, empereur d'Autriche, mari de la fameuse Sicile. La reine Victoria admirait le portrait de son chambellan et brûlait de comparer le sien, réalisé par Gracia, à celui de Winterhalter. La suite est romanesque. Souvent, elle est plus romanesque, oui. Souvent accompagnée par le prince consort, la reine se rendait clandestinement par une petite porte dans un pavillon, propriété du chambellan, une demeure tout à fait anonyme, presque misérable de l'extérieur. Il ne fallait surtout pas qu'on la vît. Devant le portrait de Victoria, la comtesse Penaude, sa mère, s'empressa de demander à Charles Gracia de poser pour elle, de poser pour lui. Date fut prise pour une première séance. Hélas, la noble dame tomba malade et peu de temps après décéda. Le portrait de Victoria, qui se trouvait chez l'encadreur Nosotti, n'était pas payé. Personne ne le réclama. Gracia le conserva, persuadé qu'un jour, on le lui réclamerait. Il n'en fut rien. Qu'est-il devenu? En février 1980, Maurice Enfreville m'écrivait: il y a une dizaine d'années, un acheteur, un certain Monsieur Joly, a contacté Marcel Gracia, belle-fille de mon arrière-grand-père, peu de temps avant sa mort. Elle était la veuve du second fils du peintre et avait hérité des tableaux encore en possession de la famille. Assez impécunieuse, poursuivit mon correspondant, elle vendit 4 ou 5 tableaux, dont le portrait de la reine Victoria. En fin de compte, je ne saurais dire où il se trouve actuellement. Alors, vous voyez ici l'attestation de Gracia, qui dit c'est bien moi qui ai fait le portrait de la reine. Il avait 95 ans quand il a fait ça. Il avait l'extrémité des mains un petit peu paralysées, et on voit la signature. La brillante réussite de Charles Gracia en Angleterre, révèle Adrien Lecouvreur, n'allait pas, hélas, sans de grands tourments, de grandes peines. Il ne trouvait alors dans son ménage que motif de chagrin, de découragement. Entre autres griefs, son épouse lui reprochait le sort qui lui imposait hors de France. Le pastelliste temporisa avant de prendre une douloureuse décision, celle de quitter Londres, ville hospitalière, où il entrevoyait le plus brillant avenir. Sacrifice terrible. En 1867, après 17 ans passés au Royaume-Uni, il revient en France. S'installe avec sa femme et ses filles dans une petite maison rue Saint-Maur à Lunéville, où il espérait poursuivre son œuvre dans une sérénité retrouvée, en dépit des difficultés nouvelles. Après 17 ans d'absence, il n'était plus guère connu. Comble de malheur, dès l'installation à Lunéville, son épouse Clémence le quittait, abandonnant mari et enfants. Le sort s'acharnait. À cause de ce départ, Louise, sa fille de 18 ans, mourait de chagrin. C'est du moins ce qu'a pensé le pauvre père, estime Adrien Lecouvreur. Soutenu par une grande force morale, Gracia continue à peindre. D'Angleterre, Mills, associé et successeur de Newman, lui fait parvenir les poudres qu'il ne peut retrouver en France. Se succèdent enfin de nombreux progrès de personnalité marquantes du Troisième Empire. Je m'en bornerai, pour les raisons dont j'ai déjà parlé, à citer quelques tableaux. Charles Gracia, portraiture Édouard Verreau, considéré comme l'un des plus grands ornithologues de son temps, le général de Montaigu, le maréchal Bazaine et son épouse en 1869, Monseigneur Lavigerie, évêque de Nancy de 1863 à 1867. Il réalise 2 portraits que le prélat veut laisser en souvenir à sa mère et aux religieuses de l'Assomption, ordre qu'il vient de fonder,
Monseigneur Lavigerie, qui devint célèbre, champion dans le monde entier de la lutte contre l'esclavage. Vers 1867, la baronne Adèle de Rothschild, que vous voyez, pose pour Gracia. À sa mort en 1922, cette dame lèguera à l'État son hôtel de la rue Berry à Paris pour qu'en soit fait une maison des arts et y accueillir des expositions et des manifestations afin de soutenir les artistes. Charles Gracia peint aussi des anonymes, comme La femme à la perruche, en 1868, Le corsaire de la côte, La jeune fille d'un consul turc, dans le style orientaliste, et traite des sujets plus intimes, comme Portrait de ma femme et de mon gamin, La femme à la mantille. Alors celle-là nous appartient, c'est le seul pastel que nous ayons de Charles Gracia. Bon, il se situe à la mairie. Bon, il est difficile de le prendre en photo, et la photo est presque plus belle que... Bon, cette femme qui n'est autre que son épouse Clémence de Dupoint. Il lui arrive aussi de peindre des natures mortes. Voilà. Deux œuvres dont je possède, bien pas le témoin des chauds pastels, la reproduction photographique, me tiennent à cœur. Il s'agit d'abord de La liseuse, qu'on a vu tout à l'heure, voilà, réalisée en 1856 à Londres. Bon, elle n'exprime pas sous la forme présentée toute la poésie, la délicatesse du portrait, celui d'Adèle Gracia, fille du peintre, décédée à 18 ans. Selon Henri Hamel, rédacteur en chef de la revue des Beaux-Arts, dans son numéro du 30 novembre 1890, un témoin oculaire raconte que Charles Blanc, devant la liseuse, est resté une grande heure dans l'atelier de Gracia, et avait ensuite écrit que ce maître était considérablement en avance sur tous les pastellistes anciens et modernes. La deuxième œuvre que je privilégie ce soir est Le moine pensant. Bon, il est monochrome, c'est dommage. Peut-être, couronnement de son œuvre, il consacrera 1 an à le parfaire. Adrien le couvreur apprécie à sa juste valeur, même si on ne le voit pas trop là, la facture large, le dessin impeccable, le coloris puissant. Quelle vie intense, écrit-il, il a su mettre dans son regard. Comme on sent l'homme qui a pensé, vécu, souffert. Les ombres sont profondes, les lèvres remuent, les chairs vivent, palpitent, tant elles sont justes de ton, et tant celui-ci est d'une division savante. Ce beau moine à la robe de laine ornée d'une creux noire fut fait dans un petit appartement au but de Chaumont, alors que l'artiste n'avait plus d'atelier. Après avoir passé 20 ans à Lunéville, Gracia s'installe à Nancy, faubourg Stanislas, avec sa nouvelle épouse, Marie-Louise Fatima Adèle Loche, qu'il épouse le 9 juin 1885 à Lunéville, son divorce étant prononcé le 19 mai précédent. À Nancy, il est apprécié, adulé même, donne des coups. En 1893, il tombe très malade. Les impressionnistes, le déshonneur de l'art français, comme le clamait Jean-Léon Gérôme, occupent le devant de la scène. Il se croyait persécuté, croyait qu'on le jalousait, qu'on lui volait le travail qui devait lui revenir. Une mauvaise plaisanterie que lui jouent des étudiants, je ne sais laquelle, l'affecte à un tel point qu'il veut quitter la Lorraine. Les siens l'emmènent en Normandie, à Rouen, où il se repose certes durant 15 mois, mais il n'a aucun portrait à faire, il n'y vend rien, et ses petites économies fondent. Il a 2 jeunes fils dont il faut envisager l'avenir. Le besoin d'argent est pressant. C'est à ce moment sinistre de sa vie que Raymond Poincaré, ministre des Beaux-Arts, fait acheter par l'État la liseuse, nous avons vu tout à l'heure, destinée au palais de l'Élysée. Il fait verser 2000 francs à l'artiste en échange de son pastel. Peu de temps après, le musée de Nancy lui achète le portrait de sa deuxième femme pour 1500 francs. Cela ne suffit pas pour couvrir les frais énormes que lui impose la vie à Paris, où il est revenu en quittant la Normandie. Madame Gracia se jette alors dans la lutte. Elle a 38 ans de moins que lui.
7 ans durant, elle gère un bureau de placement rue Lamartine. On ne fait pas fortune, mais on vit. En 1892 est fondée l'Association des artistes lorrains. J'ai retrouvé un catalogue de 1967. Charles Gracia a été élu président de cette association. Il était le premier président. Et en 1967, la ville de Laurent Bervilliers a prêté à Nancy, à l'exposition de Nancy, le portrait de Louise Marquet, femme à la mentire, près de la port de la municipalité de Renvervilliers. En fait, dès la création, l'association lui fait obtenir une petite pension pour service rendu à l'art. Mieux, son conseil d'administration promet de le recevoir dans sa maison de retraite des artistes français lorsque la construction en sera terminée. Quoi qu'il arrive, écrit Madame Gracia à Adrienne Couvreur, mon mari sera à l'abri, le premier habitant de la ruche de Montlignon. Le vieil homme y entre en 1908. Je voudrais, pour terminer, évoquer les derniers jours à l'hospice d'un Charles Gracia fatigué, désabusé, sans colère. Devant le journaliste du Petit Parisien qui lui rend visite, en janvier 1911, il analyse, voilà l'hôpital de Montlignon, l'hospice de Montlignon, il analyse les épisodes de sa vie, selon ce qu'en dit Henri Hamel. Un long roman, étrange souvent, et dont les pages étaient, pour la plupart, faites de tristesse. Je n'ai pas eu de chance, dit-il, dit le plus vieil artiste français. On devait me décorer en 1870, la guerre éclata. En 1892, Jules Ferry voulut me faire décorer. La mort ne lui permit pas de réaliser le projet. En 1894, Carnot venait inaugurer à Nancy le musée des artistes lorrains. Il m'avait promis la croix. Il mourait en juin sous le couteau de Caserio. Nombreux de ses contemporains académiques, plus jeunes que lui, étaient couverts de hauts honneurs. Jean-Léon Gérôme, par exemple, était grand officier de la Légion d'honneur, maçonnier commandeur. Charles Gracia, enfin, obtint le ruban, à 96 ans, en juin 1911. Il fut fait chevalier par Léon Bonnat, peintre, graveur et portraitiste, et de Rome, directeur des musées nationaux, lui-même grand corps de la Légion d'honneur depuis 1900. Quelques mois plus tard, en décembre, notre pastelliste en buffeté, la boutonnière fleurie, s'était liée. La malchance le poursuivit, après sa mort. Son décès passa pratiquement inaperçu en Lorraine. Ce n'est qu'en l'année suivante, en 1912, qu'il fut signalé dans le bulletin des sociétés artistiques de l'Est. On apprenait qu'à l'enterrement de l'illustre pastelliste n'assistait avec la famille que quelques amis, 2 douzaines tout au plus. Ce que l'on n'apprit pas tout de suite, c'est que Gracia, selon le règlement de l'hospice, était inhumé dans une fosse commune. Avertie par Madame Gracia, l'association lança spontanément une souscription afin d'obtenir une concession au cimetière, ce qui fut fait. Ultime malchance, plus récente pour le peintre, qu'elle poursuivait, le médaillon de bronze à son effigie sur sa tombe a été volé. Les œuvres de Charles Gracia, écrivit Henri Hamel, se vendront en un temps donné au prix de l'or. Si j'en juge par les estimations épisodiques des ventes, ce temps n'est pas encore venu. Viendra-t-il? Quoi qu'il en soit, notre illustre compatriote mérite de sa ville une reconnaissance sans réserve. C'est incontestablement un maître, même si la postérité l'a oublié, même s'il n'a pas la place qu'il a su mériter. J'espère quant à moi avoir œuvré à mon niveau ce soir pour vous en convaincre. Merci de votre attention.